Vincent Vince Morrison avait construit sa vie comme il construisait ses gratte-ciel, avec précision, patience et sur des fondations inébranlables. À 42 ans, il était à la tête de Morrison Construction, une entreprise qui avait vu le jour avec un simple camion et qui était devenue, au fil des années, l'une des sociétés de construction les plus respectées de l'État. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ses mains calleuses et son visage buriné racontaient l'histoire d'un homme qui avait gagné chaque centime à la sueur de son front, avec une détermination à toute épreuve. Dans les cercles de l'immobilier et du bâtiment, le nom Morrison avait du poids. Lorsqu'un promoteur voulait que le travail soit fait correctement, il appelait Vince. Quand d'autres entrepreneurs se retrouvaient face à des problèmes insolubles, c'était vers lui qu'ils se tournaient. Il avait bâti sa réputation sur 3 principes inébranlables: respecter les délais, ne jamais rogner sur la qualité, et toujours tenir parole. Ce n'était pas que des règles professionnelles, c'était sa philosophie de vie. Sa vie personnelle reflétait cette même rigueur, cette même solidité méthodique. Il avait rencontré Claire Hulbrook il y a 15 ans, lors d'un gala caritatif. Ce soir-là, son entreprise était honorée pour la construction d'une nouvelle aile pédiatrique dans un hôpital pour enfants. Elle avait alors 25 ans, et incarnait la douceur même, une institutrice de maternelle aux cheveux blonds miel et au regard lumineux, dont le sourire semblait faire scintiller la pièce. Leur histoire d'amour avait suivi une progression tranquille et soignée, à l'image de Vince, des dîners élégants devenus escapades de week-end, une affection patiemment cultivée, puis une passion enracinée comme les fondations qu'il savait couler. 3 ans plus tard, ils s'étaient mariés, unissant 2 mondes que tout semblait opposer. Du côté de Vince, on trouvait des hommes rugueux, des ouvriers du bâtiment, des métallurgistes et des travailleurs aux mains marquées par l'effort, habitués à résoudre les problèmes avec leurs bras plutôt qu'avec des mots. Du côté de Claire, des visages lisses, rassurants, issus d'un univers suburbain fait de professeurs, de vendeurs d'assurance et de cadres moyens dont les mains n'avaient jamais connu la poussière d'un chantier. Mais l'amour, croyait Vince, avait comblé cet écart. Leur maison, à Millbrook Heights, était le chef-d'œuvre de Vince. Une demeure de style colonial, qu'il avait construite de ses propres mains, pièce après pièce, et dans laquelle il avait mis tout son savoir-faire accumulé en 20 ans de métier. Parquet en bois noble soigneusement choisi, armoire faite sur mesure, une fondation si solide qu'elle semblait pouvoir défier le temps. Claire, de son côté, en avait fait un foyer chaleureux, vivant, baigné de la lumière douce qu'elle aimait tamiser et imprégné de l'odeur délicate de bougies parfumées qui changeait au gré de ses humeurs. Des photos de famille, des coussins moelleux, des souvenirs du quotidien, leur mariage avait été, pendant 12 ans, la plus belle réussite de Vince. Claire paraissait comprendre les exigences de son métier, sa vie rythmée par les délais et les imprévus. Elle acceptait les soirées où il rentrait tard, les week-ends passés sur les chantiers. Elle ne se plaignait jamais lorsqu'il rentrait épuisé, couvert de poussière, l'accueillant toujours avec un baiser et des questions sincères sur sa journée. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Les questions de Claire étaient devenues plus précises, plus ciblées. Elle s'intéressait à son emploi du temps, voulait savoir sur quel chantier il travaillait, à quelle heure exacte il comptait rentrer. Parfois, lorsqu'il arrivait chez eux plus tôt que prévu, il croyait voir une lueur de panique traverser son regard, fugace, mais réel, avant qu'elle ne retrouve son sourire et ne l'enlace. Ces changements étaient subtils. De nouveaux vêtements qu'elle disait avoir reçus en cadeau de ses collègues enseignantes. Des absences qu'elle expliquait par des réunions pédagogiques ou des événements scolaires. Un téléphone qui ne la quittait plus, toujours posé face contre la table. Vince voyait tout cela. Il notait ces détails. Mais il avait bâti sa vie sur la confiance, comme on bâtit sur une fondation censée résister à toutes les secousses. Leur mariage reposait sur cette foi mutuelle, sur cette solidité qu'il croyait inébranlable. Mais même ses ouvriers commençaient à remarquer son trouble. Tommy Greco, son chef de chantier et ami de toujours, l'avait pris à part la semaine précédente. « Patron, t'as l'esprit ailleurs ces derniers temps. Tout va bien à la maison ?» Tommy faisait partie de l'aventure Morrison Construction depuis le premier jour. Un Italien loyal du vieux quartier, qui aurait préféré prendre des coups plutôt que trahir un ami. Il lisait les gens comme Vince lisait les plans, avec l'expérience et une précision presque surnaturelle. Juste fatigué, Tommy.
Ce projet de Riverside me ronge jusqu'à l'os. Mais le visage tanné de Tommy trahissait son scepticisme. Vince, on en a vu d'autres, toi et moi. Je te connais. Y a un truc qui te ronge. Tu veux en parler? Vince avait juste secoué la tête, incapable encore de donner voix à ses soupçons qui, en lui, s'installaient comme des fissures sous une dalle de béton. Pas maintenant. Le complexe commercial de Riverside représentait le plus grand projet de leur carrière, une opération de 40 millions de dollars, avec 3 bâtiments dont une tour de 20 étages, la plus haute jamais construite hors du centre-ville. Un chantier titanesque, observé de près par les concurrents, et qui nécessitait la présence constante de Vince sur les phases critiques. Ce matin-là, perché au 20e étage de la tour en construction, il observait son équipe positionner la dernière poutre d'acier de la structure. Il s'accorda un bref instant de fierté. Sous ses pieds, la ville s'étendait à perte de vue, ponctuée de quartiers et d'immeubles qu'il avait contribué à ériger des monuments à son nom, à ses standards qu'il n'avait jamais reniés. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Claire. Je travaille tard ce soir, réunion pédagogique sur le nouveau programme scolaire. Ne m'attends pas. Je t'aime. Presque mot pour mot le même message qu'elle lui avait envoyé 3 fois au cours des 2 dernières semaines. Vince resta un moment à fixer l'écran, un frisson froid s'installant dans sa poitrine. Claire enseignait en maternelle à l'école élémentaire de Millbrook, un petit établissement où tout le monde se connaissait. Combien de réunions pouvait-il vraiment organiser pour discuter d'un programme? Il rangea le téléphone, tentant de chasser ce malaise persistant pour se concentrer sur son travail. Le grutier manipulait la poutre avec la précision d'un chirurgien, guidé par les gestes experts de Tommy, 20 pieds plus bas. C'était un travail tangible, franc, où chaque effort donnait un résultat visible, mesurable, solide. « Ça avance bien, patron !» cria Tommy en couvrant le bruit du vent. « On est dans les temps », répondit Vince, hochant la tête. Mais son esprit était ailleurs. Il pensait à la confiance. Aux fondations. Et ce qui s'est passé quand tu as découvert que le sol sous tes pieds n'était pas aussi solide que tu le croyais. Chapitre 2 – Fissures dans les fondations. 3 semaines plus tard. Vince se tenait debout, chancelant, dans la salle d'urgence de l'hôpital général de Millbrook. Son corps tout entier était une cartographie de douleurs, 2 côtes brisées, une épaule déboîtée, des entailles profondes sur les bras et les jambes, mais c'était son esprit qui souffrait le plus. Il avait du mal à assimiler ce que le détective Ray Kowalski venait de lui révéler. Car si les blessures physiques finiraient par guérir, les paroles qu'il venait d'entendre, elles, avaient semé une blessure invisible, bien plus profonde, qui risquait de ne jamais cicatriser. L'accident en lui-même avait été un véritable cauchemar d'acier et de béton. Un câble de grue avait cédé brutalement pendant une manœuvre d'élévation, au 20e étage du chantier, précipitant une poutre d'acier de 3 tonnes sur l'échafaudage où Vince inspectait les soudures. Il avait eu, au mieux, 2 secondes pour comprendre ce qui se passait avant que la plateforme ne s'effondre sous lui, l'emprisonnant sous un amas tordu de métal et de gravats, à plus de 12 mètres au-dessus du sol. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Il avait murmuré ces mots en haletant dans son téléphone, qu'il avait réussi à extirper de sa poche dans un élan de désespoir. Sa voix, étouffée par la poussière et la douleur, n'était qu'un souffle à peine audible. Il avait appelé Claire en premier. Instinctivement. Comme un homme appelle la personne qui signifie tout pour lui quand il croit que sa fin est proche. Le téléphone n'avait sonné qu'une seule fois. Vince? Qu'est-ce qui se passe? Claire, je suis grièvement blessé. Accident, de chantier. Je suis coincé. Puis la ligne s'était tue. Comme ça. D'un coup. Aucune question. Aucune panique. Aucun réflexe de composer le 911 ou d'appeler les secours. Rien qu'un silence glacial, angoissant, qui allait hanter Vince bien plus longtemps que les cicatrices de son corps. Il avait fallu 45 minutes aux secouristes pour l'extirper des décombres. 45 longues minutes de souffrance, d'incompréhension, et surtout, d'attente. Attente d'un rappel qui ne venait pas attendre de sa femme, de celle qui, par amour, aurait dû être la première à bouger ciel et terre pour lui. Il avait recomposé son numéro, encore et encore, mais à chaque fois, la sonnerie, interminable.
Sans réponse. Et puis, lorsqu'on l'avait enfin roulée dans la salle d'urgence, elle était là. Claire. Effondrée. En pleurs. Sanglotant sur l'épaule de la docteure Amanda Rodriguez, la médecin de garde. Son maquillage avait coulé, ses mains tremblaient, sa voix était étranglée. Elle racontait combien elle avait été bouleversée par le coup de fil de l'hôpital. Un numéro qu'elle n'aurait jamais dû recevoir. Parce que Vince ne l'avait jamais donné. Et lui, il l'avait appelé, bien avant l'arrivée des secours. C'est à ce moment que le détective Ray Kowalski avait fait son entrée. Un vétéran de la police. Le genre d'homme qui avait vu trop de mensonges pour ne pas reconnaître la vérité quand elle se présentait. Il menait un simple suivi de rapports d'accident, mais avait remarqué des incohérences troublantes dans la chronologie des faits. « Monsieur Morrison, j'ai besoin de vous parler. » En privé. Il s'était isolé dans une salle de consultation, à l'écart du numéro théâtral de Claire. Ray avait sorti un petit carnet, le visage grave. « Nous avons les enregistrements de vidéosurveillance du chantier. Nous avons reconstitué la chronologie exacte de l'accident. Et nous avons également vos relevés téléphoniques. » Il s'arrêta, observant attentivement la réaction de Vince. « Vous avez appelé votre femme à 14h47. L'appel a duré 18 secondes. Un de nos témoins, un ouvrier au sol, affirme vous avoir vu appeler à ce moment précis. » Le sang de Vince s'était glacé. Quel témoin? Joey Castellano. Il pilotait la grue au moment où le câble a cédé. Il vous a vu tomber. Il vous a entendu crier. Et il a immédiatement composé le 911. Cet appel a été enregistré à 14h48. Ray s'était penché un peu plus près, sa voix plus dure. Monsieur Morrison, votre femme n'a appelé l'hôpital qu'à 15h35. Près d'une heure après l'accident. Et elle a dit qu'elle venait tout juste d'apprendre ce qui vous était arrivé. La pièce semblait tourner autour de Vince. C'est impossible. Je crains que non. Nous avons accédé à vos données téléphoniques pendant votre inconscience, avec votre autorisation. Votre femme a bien décroché votre appel. Mais ensuite, elle n'a appelé personne. Ni le 911, ni l'hôpital, ni un seul être humain. Elle a attendu. Presque une heure. Et puis elle a appelé l'hôpital. Pour demander si un certain Vincent Morrison avait été admis. Ray n'en avait pas fini. Nous avons aussi un autre témoin. Et il faut qu'on parle de votre femme. Il marqua une pause. Environ 20 minutes avant votre accident, Joey a vu la voiture de votre épouse. Elle était garée sur le parking de l'hôtel Riverside. Et, elle n'était pas seule. Vince sentit son cœur se serrer. L'hôtel Riverside. À 3 pâtés de maison du chantier. Il le connaissait bien. C'était là que logeaient les entrepreneurs venus de l'extérieur. Mais c'était aussi un lieu prisé pour les rencontres discrètes, des rencontres qu'on voulait cacher. Avec qui était-elle? Un homme que nous avons identifié. Derek Vaughan. Ce nom vous dit-il quelque chose? Derek Vaughan. Le nom tomba comme une autre poutre d'acier sur le cœur de Vince. Derek était l'architecte du projet Riverside. Un citadin charmeur, diplômé d'une université prestigieuse, toujours tiré à 4 épingles. Il avait ce genre d'assurance arrogante que beaucoup de femmes trouvaient irrésistible. Vince se souvenait de lui. Toujours là. Toujours à traîner sur le chantier. À poser des questions futiles. À trouver des prétextes pour discuter du design. À prolonger ses visites quand Claire était dans les parages, pendant les premières phases de la construction. Oui, je le connais, avait murmuré Vince, la gorge nouée. Monsieur Morrison, je vais être franc. Nous pensons que votre femme savait que vous étiez blessé. Et qu'elle a choisi de ne rien faire. Nous pensons qu'elle était avec Derek Vaughan au moment où vous l'avez appelé. Et qu'ils ont décidé d'attendre. De voir comment les choses allaient tourner. La réalité s'était abattue sur Vince comme une deuxième vague de gravats. Ils avaient espéré qu'il meure. Ils avaient fait un calcul froid. S'il ne survivait pas à l'accident, Claire deviendrait une veuve riche. L'assurance vie seule valait 2 millions de dollars. Son entreprise, 8 millions de plus.
La maison. Les placements. Tout ce qu'il avait bâti en 20 ans de travail acharné. Et ce n'était pas tout. Il y a autre chose, avait ajouté Ray, plus doucement. Nous avons observé une activité suspecte sur vos comptes professionnels. Rien de flagrant, mais des détails qui, mis bout à bout, dessinent un schéma. Quelqu'un ayant accès à vos fichiers a fait des recherches sur la valeur de votre entreprise. Vos assurances. Votre testament. Vince ferma les yeux. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas seulement son cœur. Non. Quelque chose de plus profond. Quelque chose en lien avec l'homme qu'il pensait être. Et le monde dans lequel il croyait vivre. Depuis combien de temps? Nous pensons, au moins 6 mois. Peut-être plus. L'hôtel dispose d'archives vidéo sur 1 an. Nous avons trouvé 14 visites où votre femme et Derek Vaughan sont arrivés ensemble. 14. 14 fois où Claire avait trahi ses vœux. Leur confiance. Leur vie commune. Et pas pour l'amour. Ni la solitude. Pour l'argent. Pour une chance de tout recommencer. Sans l'homme qui lui avait tout donné. Lorsqu'ils étaient retournés dans la salle d'urgence, Vince avait regardé Claire autrement. Elle pleurait encore. Elle jouait encore son rôle. La femme effondrée. Pour la docteure Rodriguez. Et les infirmières, mais à présent, il voyait toute cette mise en scène pour ce qu'elle était vraiment. Le moment choisi pour ses larmes, la façon dont elle regardait sans cesse son téléphone, et surtout, ce soulagement qui avait traversé son regard quand on lui avait annoncé qu'il allait s'en sortir. Ce n'était pas du soulagement, comprit-il trop tard. C'était de la déception. Elle avait été déçue qu'il ait survécu cette nuit-là, seul dans ce lit d'hôpital, pendant que Claire rentrait tranquillement se reposer chez elle. Vince était resté là, les yeux rivés au plafond, et quelque chose de glacial s'était cristallisé en lui, comme une pierre qui se forme au fond d'un lac figé. L'homme qu'il avait été, celui qui avait bâti toute sa vie sur la confiance, l'honneur, les fondations solides et la parole donnée, cet homme-là était mort dans cet accident, aussi sûrement que si la poutre lui avait écrasé le cœur. Ce qu'il en restait, ce n'était plus un constructeur de rêves, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait compris une vérité brutale, celui qui bâtit apprend aussi, par essence, comment tout détruire. Quelqu'un qui savait désormais que plus on construit haut, plus la chute est spectaculaire, et plus l'effondrement est dévastateur. Claire et Derek croyaient mener un jeu de dupes. Ils n'avaient pas la moindre idée qu'ils allaient bientôt affronter un adversaire différent. Un homme qui ne construisait pas seulement des maisons pour durer, mais aussi des vengeances. Chapitre 3, Plan de destruction. 2 jours après avoir quitté l'hôpital, Vince était assis dans le bureau de sa maison, fixant des plans d'architecture étalés devant lui. Autrefois, ces plans représentaient la matérialisation de ses rêves. À présent, ils lui semblaient être les preuves accablantes de sa propre naïveté. Chaque détail de cette maison de style colonial, chaque élément minutieusement choisi, chaque moulure faite main, tout cela était devenu un monument à sa confiance aveugle. Mais en contemplant ces feuilles, un autre type de plan commença à se dessiner dans son esprit. La matinée lui avait apporté une visite inattendue. Tommy Greco était arrivé, 2 cafés à la main, et des nouvelles qui confirmèrent les pires soupçons de Vince. « Patron, j'ai rien dit avant parce que, j'en étais pas sûr. Mais après ce qui s'est passé. » Tommy avait posé sa carrure imposante dans le fauteuil face au bureau. Ses mains rugueuses s'étaient refermées autour de sa tasse, ses yeux sombres étaient graves. « Cet architecte, Derek, il pose des questions sur vous depuis des mois. » « Quel genre de questions ? » avait demandé Vince calmement. « Votre emploi du temps, vos allées et venues, si vous étiez sur les chantiers ou au bureau. » Au début, je me suis dit que c'était pour mieux coordonner les projets. Mais ensuite, il s'est mis à demander des trucs étranges, vos assurances, la structure de l'entreprise, si vous aviez des associés pouvant reprendre si jamais, il vous arrivait quelque chose. Le regard de Tommy s'était durci. Je bosse dans le bâtiment depuis 30 ans, patron. Personne pose ce genre de questions, à moins d'avoir un plan derrière la tête. Vince avait acquiescé, pas surpris, mais soulagé d'avoir une confirmation. Et quoi d'autre ? Votre femme, elle appelle souvent au bureau quand elle sait que vous y êtes pas. Elle demande à Monica où vous êtes,
quel chantier vous visitez. Monica pensait que c'était mignon, une femme qui veut surprendre son mari avec un déjeuner. Mais elle posait toujours des questions très précises, sur les sites les plus dangereux. Les immeubles en hauteur, les grues. Monica Diro, la responsable administrative de Morrison Construction, une femme aux yeux perçants et à l'efficacité militaire, n'était pas du genre à se tromper dans ses jugements. Si elle avait perçu quelque chose d'étrange dans ses appels, Vince savait qu'il devait enquêter. « Je veux parler à Monica. Et je veux que tu fasses quelque chose pour moi, Tommy. Sois mes yeux et mes oreilles sur chaque site. Je veux tout savoir. Qui pose quelles questions? Qui va où il ne devrait pas être? Tout. » Tommy avait esquissé un sourire, son visage marqué de cicatrices s'illuminant d'un éclat de malice. « Vous préparez quelque chose, patron? » « Ouais. Je veux savoir jusqu'où tout ça va. » Après le départ de Tommy, Vince avait contacté Ray Kowalski. Le détective accepta de le rencontrer dans son bureau l'après-midi même, loin des regards indiscrets de l'hôpital. Ray apporta un dossier épais, des photos, des documents, des images de caméras de sécurité de l'hôtel Riverside montrant Claire et Derek entrant et sortant de chambre, des relevés bancaires révélant des dépenses anormales, vêtements de luxe, bijoux, restaurants chic où Vince n'avait jamais mis les pieds, et surtout, des relevés téléphoniques indiquant des centaines d'appels et de messages entre Claire et Derek, depuis 8 mois. Mais le plus accablant, expliqua Ray, c'était ce qu'il appelait la « piste de recherche ». Votre femme a été très occupée, dit-il en étalant les papiers sur le bureau de Vince. Elle a contacté 3 cabinets d'avocats pour une procédure de divorce, sans jamais aller jusqu'au bout. Elle a fouillé vos assurances-vie, grâce à sa position de bénéficiaire. Et même le processus juridique pour hériter d'une entreprise après un accident mortel. Vince avait lu les documents, son indignation se transformant en quelque chose de plus tranchant, plus froid. Elle voulait me faire tuer. C'est ce que ça laisse penser. On pense que le câble de la grue n'a pas cédé par hasard. On le fait analyser par des experts métallurgiques. Les premières analyses montrent des traces de stress artificiel. Quelqu'un qui savait comment faire passer ça pour une défaillance technique. L'impact de ces mots avait été physique. Derek ne couchait pas seulement avec sa femme. C'était aussi un architecte. Un homme qui comprenait les structures. Qui connaissait les engins de chantier. Qui avait accès au site. Et qui savait exactement quand Vince serait dans la zone la plus dangereuse. On monte un dossier, poursuivit Ray. Mais ça va prendre du temps. Pour l'instant, c'est essentiellement circonstanciel. Il nous faut du concret. C'est là que Vince prit sa décision. Combien de temps avant que vous puissiez les arrêter? Des semaines, peut-être des mois. On veut être certain. Vince regarda autour de lui. Les trophées accrochés au mur, les photos de projets terminés, les certificats de reconnaissance de la communauté. Tout cela avait été construit sur une croyance, qu'un travail honnête, un engagement éthique, finissait toujours par être récompensé. Que la confiance était sacrée. Que des fondations bien posées pouvaient tout soutenir. Mais cet homme n'existait plus. L'homme assis là savait à présent que certaines fondations devaient être détruites pour bâtir du neuf. « Je veux gérer ça à ma façon, » dit-il. Ray l'observa longuement. « Fais attention, Vince. Ne ruine pas l'enquête. Je ne ruinerai rien. Mais ils ont essayé de me tuer. Pour de l'argent qu'ils ne méritent même pas. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir. » Vince se pencha en arrière, sa voix se fit grave et implacable. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont déclenché. Ce soir-là, Vince appela Monica et lui demanda de venir plus tôt le lendemain matin. À 7 heures précises, elle franchit la porte. Ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son visage fermé. Cela faisait 8 ans qu'elle travaillait pour Morrison Construction. Vince lui faisait une confiance absolue. « Monica, j'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu sais à propos des appels de Claire. Tout ce dont tu te souviens. » Monica s'assit face à lui, les mains posées sur ses genoux, sa voix claire, posée, méticuleuse. Elle raconta mois après mois de conversations qui, sur le moment, lui avaient semblé anodines, Claire qui demandait où se trouvait Vince, sur quel chantier il allait, quel site demandait sa supervision personnelle,
quels étaient les protocoles de sécurité sur les chantiers en hauteur. Elle semblait tellement inquiète pour votre sécurité, dit Monica. Toujours à demander si les sites étaient dangereux, si vous étiez près des grues. Je trouvais ça touchant qu'elle s'en soucie autant. Mais ce n'était pas tout. Claire avait aussi posé des questions sur l'entreprise, qui la dirigerait si Vince disparaissait, si la société pourrait survivre sans lui, ce qu'il adviendrait des employés. Et les projets en cours. Des questions qui, venant d'une épouse attentionnée, auraient pu sembler naturelles. Mais replacées dans le contexte d'un meurtre prémédité, elles prenaient une toute autre dimension. Il y a autre chose, avait ajouté Monica, baissant la voix. La semaine dernière, elle m'a demandé des informations très précises sur le projet Riverside. Elle voulait connaître ton emploi du temps exact pour les levages de grues, les jours où tu serais au 20e étage. Elle m'a dit qu'elle préparait un déjeuner surprise pour toi. À cet instant, Vince sentit le dernier morceau du puzzle s'emboîter. Claire ne s'était pas contentée de savoir qu'il allait être en danger, elle savait exactement quand et où cela arriverait. Monica, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne parle à personne de cette conversation. Continue à faire ton travail comme d'habitude. Mais si Claire appelle de nouveau, je veux que tu enregistres chacun de ces mots. Bien sûr, Monsieur Morrison. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Vince la regarda, sa fidèle Monica, compétente et dévouée depuis 8 ans. Et soudain, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Il avait des alliés. Des gens pour qui la loyauté avait un sens, qui savaient distinguer le bien du mal, et qui ne se laissaient ni acheter, ni séduire, ni retourner contre lui. En fait, oui. Je veux que tu prennes contact discrètement avec nos sous-traitants les plus fiables. Ceux avec qui nous travaillons depuis des années. Ceux qui ont bâti leur réputation à nos côtés. Il se pourrait que j'ai besoin de travaux très particuliers, très bientôt. Hors des registres. Payés en liquide. Et sans poser de questions. Pour la première fois ce matin-là, Monica sourit. Et Vince vit dans ses yeux une flamme farouche. Je comprends parfaitement, Monsieur Morrison. Ce sera un honneur. Ce soir-là, installé dans son bureau à domicile, entouré de plans d'architecture et de preuves soigneusement rassemblées, Vince commença à dessiner quelque chose de nouveau. Ce n'était pas un bâtiment. Ce n'était pas un pont. Ce n'était rien de ce qu'il avait conçu tout au long de sa carrière honnête et respectée. C'était une autre forme d'architecture. Un plan méticuleux, précis, destiné à détruire tout ce que Claire et Derek pensaient avoir construit. Ils avaient tenté de l'anéantir. Et ils avaient échoué. Maintenant, ils allaient découvrir ce qu'il en coûtait de déclarer la guerre à un homme qui bâtissait pour durer, qui n'oubliait jamais une trahison, et qui savait que certaines fondations étaient faites pour être démolies. La construction de la vengeance de Vincent Morrison allait commencer. Chapitre 4, Étude du champ de bataille. Vincent Morrison avait toujours considéré que l'information était comme le béton, inutile tant qu'on ne l'avait pas bien mélangé, et coulé sur des bases solides. Au cours des 3 semaines suivantes, il rassembla méthodiquement les matériaux nécessaires pour bâtir la structure qu'il imaginait. Une structure conçue non pas pour abriter, mais pour ensevelir. Son rituel matinal devint aussi rigoureux qu'un calendrier de chantier. Vince quittait la maison à l'heure habituelle. Il se rendait à son café habituel. Il consultait ses rapports de chantier habituels. Pour un observateur extérieur et surtout pour Claire ou Derek, tout semblait identique. La routine d'un homme revenu aux affaires après un accident. Mais chaque geste était désormais calculé. Chaque conversation, enregistrée. Chaque réunion, organisée pour récolter des informations. Ce mardi matin, son premier arrêt fut l'hôtel Riverside. Vince avait organisé une rencontre avec le directeur, Robert Chin, sous le prétexte de loger des ouvriers pour le chantier. Mais en réalité, il visait autre chose, les enregistrements de sécurité, que l'inspecteur Kowalski ne pouvait obtenir sans mandat. Monsieur Morrison, bien sûr que nous pouvons héberger vos équipes, avait dit Robert en le guidant à travers le hall. Nous avons l'habitude d'accueillir des équipes du bâtiment. Je vous remercie, Robert. Mais je m'inquiète surtout pour la sécurité. Mon entreprise a une réputation à maintenir.
Je veux m'assurer que mes hommes et mes projets seront en sécurité ici. Robert hocha la tête, très sérieux. Bien entendu. Nous avons un système de surveillance complet, caméras à toutes les entrées, ascenseurs, parking, tout est numérisé et archivé pour des raisons légales. Est-ce que vous pourriez me montrer ce système? J'aimerais comprendre le niveau de sécurité que nous offririons à nos équipes. 20 minutes plus tard, Vince était assis dans le local de sécurité, regardant les enregistrements vidéo. Il vit sa femme entrer dans la chambre 237 avec Derek Vaughan, à 14 reprises différentes sur l'année écoulée. Les horodatage racontaient une histoire terrifiante de planification méticuleuse, toujours les jours où Vince était prévu sur des chantiers éloignés, toujours en début d'après-midi, lorsque Claire prétendait être en réunion pédagogique. Mais ce qui le frappa le plus, fut ce que les dernières vidéos montraient. Lors de leurs 3 dernières visites, Derek avait apporté des tubes d'architecte, les tubes cylindriques servant à transporter des plans de bâtiments. Des plans qu'il avait fait entrer dans la chambre, et qu'il laissait ensuite à Claire. Robert, j'aurais besoin d'une copie complète de ces enregistrements pour nos fichiers de sécurité, dit Vince, d'une voix étonnamment calme, malgré la tempête de rage qui grondait en lui. Bien sûr, monsieur Morrison. Je vais demander à mon technicien de vous graver l'ensemble. Ensuite, Vince se rendit à l'école élémentaire Millbrook. Il n'avait pas prévenu Claire encore un test de ses mensonges. La secrétaire fut surprise de le voir. Monsieur Morrison? Quelle agréable surprise! Vous venez chercher Claire? En fait, j'espérais la croiser pendant son heure de préparation. Est-elle dans sa classe? La secrétaire fronça les sourcils. Oh, Claire n'est pas là aujourd'hui. Elle a posé un jour pour raison personnelle. En fait, elle a pris plusieurs jours récemment. Je commençais à m'inquiéter pour sa santé. Vince garda un visage impassible. Probablement le stress. Elle m'a parlé de nouvelles formations liées au programme. La secrétaire secoua la tête. Des formations? Il n'y a eu aucune formation cette année. Coupe budgétaire, vous savez. Encore un mensonge. Chaque réunion de faculté, chaque formation prétendue, chaque obligation professionnelle, tout était inventé pour masquer ses après-midi avec Derek. Vince repartit pour le siège de Morrison Construction, où Monica l'attendait avec des révélations qui confirmèrent ses pires soupçons. Monsieur Morrison, j'ai vérifié les fichiers comme vous me l'avez demandé, dit-elle en refermant la porte derrière elle. Quelqu'un a accédé à des informations confidentielles sans autorisation. Elle étala devant lui des impressions d'écran et de journaux d'accès. Voici les traces numériques, elles montrent quand les fichiers ont été ouverts, et par qui. Regardez ces entrées. Les données montraient que les identifiants de Derek Vaughan qui n'auraient dû donner accès qu'à des plans et spécifications avaient été utilisés pour consulter des rapports financiers, des documents d'assurance, et même des dossiers du personnel. Aucune de ces informations n'est utile pour un architecte dans le cadre normal de son travail. Depuis quand ça dure? 8 mois. Exactement depuis la première visite de Derek à notre bureau, pour discuter du projet Riverside. Monica sortit une autre pile de documents. Et voici ce qui est encore plus inquiétant, certaines de ces connexions ont eu lieu en dehors des horaires de bureau, alors que Derek n'était même pas présent. Donc quelqu'un d'autre utilisait ces identifiants. Quelqu'un qui avait un accès physique à ces informations. Quelqu'un avec qui il les avait partagées. Ou quelqu'un qui l'avait vu les entrer. Claire. Elle était venue des dizaines de fois au bureau cette année. Toujours lors des réunions de projet de Derek. Toujours dans son espace de travail temporaire. Elle avait eu tout le temps d'observer ses habitudes. De mémoriser ses mots de passe. De planifier son espionnage avec autant de soin que sa liaison. Monica, je veux que tu changes immédiatement tous les protocoles de sécurité. Nouveau mot de passe pour tout le monde. Nouveau niveau d'accès. Et je veux désormais un journal de toutes les entrées, sans exception. Déjà fait, monsieur Morrison. J'ai même pris la liberté d'installer un logiciel de surveillance supplémentaire. Si quelqu'un tente d'accéder à des fichiers qui ne sont pas de son ressort, nous le saurons immédiatement. Cet après-midi-là, Vince avait rencontré Tommy Greco dans un petit restaurant à l'autre bout de la ville, bien loin des chantiers où des regards indiscrets pouvaient les observer.
Tommy n'était pas venu seul. Il était accompagné de Joey Castellano, le grutier qui avait été témoin de l'accident de Vince et qui avait aussitôt donné l'alerte. Joey était un homme trapu d'une trentaine d'années, au regard vif et aux gestes mesurés, des qualités essentielles pour un opérateur de grue. Cela faisait 12 ans qu'il manipulait des engins lourds. Son diagnostic sur la rupture du câble était sans appel. Monsieur Morrison, ce câble ne s'est pas rompu à cause de l'usure ou d'un excès de charge, avait-il dit d'une voix basse et grave, empreinte d'intensité. Je l'ai examiné avant que les enquêteurs ne le récupèrent. Le motif de rupture n'était pas normal. Trop net, trop précis. Quelqu'un a entaillé les brins internes avec une exactitude chirurgicale, pour qu'ils cèdent sous tension. Vous en êtes sûr? Avait demandé Vince, le souffle suspendu. Certain. J'ai vu des câbles céder à cause de la fatigue, du surpoids, des conditions météo. Mais ça? C'était intentionnel. La personne qui a fait ça savait exactement comment maquiller le sabotage en accident tout en provoquant une défaillance catastrophique. Tommy s'était penché en avant. Joey en a encore plus. La veille de ton accident, je faisais mes vérifications habituelles sur tout le matériel. Tout était impeccable. Je mettrais ma réputation en jeu là-dessus. Mais ce matin-là, environ 1 heure avant l'incident, quelqu'un est entré dans la cabine de la grue. Le siège avait été déplacé, il y avait des traces de tasses à café sur la console, et la disposition des commandes avait été subtilement modifiée. Vince sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. On avait saboté la grue. Ce n'était pas une hypothèse. C'était une évidence. Et c'était arrivé ce matin-là, avec une précision effrayante. Quelqu'un doté de connaissances techniques avancées avait manipulé le mécanisme du câble, sans laisser de traces visibles. Quelqu'un qui savait que Vince serait exactement à l'endroit prévu à 14h47. Tout s'emboîtait comme dans un plan de démolition parfaitement orchestré. De Rurik. Il avait une formation en architecture, avec une spécialisation en ingénierie structurelle. Il avait accès au chantier. Il connaissait l'emploi du temps de Vince. Et il bénéficiait d'informations privilégiées, transmises par Claire, y compris sur le moment exact où Vince serait le plus vulnérable. Mais Joey avait une autre révélation. Monsieur Morrison, je ne pense qu'à ça depuis l'accident. Le seul moyen de chronométrer une chose pareille avec autant de précision, c'est d'avoir accès à vos déplacements en temps réel. Je pense que quelqu'un surveillait le chantier. Ce jour-là. En attendant l'instant exact pour provoquer la défaillance. Surveillait, d'où? Demanda Vince, les mâchoires crispées. Depuis l'hôtel Riverside. Il a une vue dégagée sur le 20 étages. Plus précisément, depuis la chambre 237. J'ai vérifié les angles moi-même. La chambre 237. La même chambre où Claire et Rurik avaient leur rendez-vous. La même chambre avec une vue parfaite pour assister à la mort de Vince. Ce soir-là, Vince était dans son bureau, relisant les informations qu'il avait patiemment collectées. Le téléphone sonna. C'était la voix lumineuse de Claire. La voix parfaitement modulée d'une épouse attentionnée, jouant à merveille le rôle de la femme aimante s'enquérant de la santé de son mari convalescent. « Coucou mon cœur, comment tu te sens aujourd'hui? Tu travailles tellement depuis l'accident. » « Je vais bien, Claire. J'essaie juste de rattraper tout ce que j'ai laissé en plan à l'hôpital. C'est fantastique. Je suis si fier de toi. Ah, j'allais oublier. J'ai une autre réunion pédagogique ce soir. Nouvelles exigences de l'État pour les tests standardisés. Ça risque de finir tard. Un nouveau mensonge. Vince avait déjà vérifié auprès de l'école. Aucune réunion n'était prévue. Il savait exactement où Claire allait passer sa soirée. Et avec qui? Bien sûr, chérie. Ne t'inquiète pas pour le dîner. Je prendrai quelque chose au bureau. Tu es tellement compréhensif. Je t'aime fort, Vince. Moi aussi, Claire. Mais en raccrochant, Vince comprit une vérité glaçante, l'homme qui avait aimé Claire Morrison était mort. Mort aussi sûrement que si la poutre d'acier l'avait écrasé. Ce qui restait désormais, c'était quelqu'un de plus froid, plus dur, et infiniment plus dangereux.
Quelqu'un qui possédait toutes les informations nécessaires pour se lancer dans le projet le plus important de sa vie. Pas la construction d'un immeuble. La construction d'une vengeance. Une vengeance que l'on n'oublierait jamais. Claire et Dorerick pensaient avoir commis le crime parfait. Ils allaient découvrir que Vincent Morrison ne se contentait pas de bâtir des structures. Il bâtissait aussi des conséquences. Chapitre 5, rassembler l'équipe. L'entrepôt abandonné au sud de la ville avait été l'un des premiers projets de rénovation de Morrison Construction, 15 ans plus tôt. Vince l'avait transformé d'un vieux bâtiment en ruine en un centre logistique moderne. Mais la société avait depuis évolué et quitté les lieux. Désormais, cet endroit servait un tout autre but, un sanctuaire où l'on pouvait parler sans être écouté, où des plans pouvaient se dessiner loin de toute autorité. Vince se tenait au centre de l'immense hangar, entouré de 5 hommes. Des hommes qui avaient bâti leur réputation aux côtés de Morrison Construction. Pas de simples ouvriers. Des spécialistes. Des artisans du possible. Des professionnels dont les compétences allaient bien au-delà du domaine du bâtiment. Messieurs, commença Vince, sa voix résonnant dans l'espace vide, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'au fil des années, vous avez prouvé une chose rare dans le monde des affaires, la loyauté. Quand j'ai eu besoin de vous, vous avez répondu présent. Quand vous avez eu besoin de travail, je vous l'ai fourni. Ensemble, nous avons bâti quelque chose de plus fort que des contrats. Nous avons bâti une confiance. Les hommes acquiescèrent en silence. Ils connaissaient ce code non écrit. La loyauté, née des épreuves partagées. La confiance, forgée dans la sueur et la parole donnée. Tony, le taureau, Maroney s'avança en premier. Spécialiste de la démolition, il descendait d'une longue lignée italienne qui faisait tomber des bâtiments depuis 3 générations. Il avait l'air aussi solide que son surnom le suggérait, massif, inébranlable. Mais plus encore, Tony avait des connexions là où les questions ne se posaient pas, et où les problèmes pouvaient disparaître. Vince, quoi que tu veuilles, je suis dedans. Après ce qu'ils t'ont fait. Ce n'est plus une affaire de business. C'est personnel. Puis ce fut au tour de Carl, le fantôme, Williams, un électricien dont le surnom venait de sa capacité à circuler dans un immeuble sans jamais laisser de traces. Silencieux, mince, doté d'un savoir-faire militaire, il pouvait faire disparaître un système de sécurité ou interrompre une communication sans laisser le moindre indice. « J'attendais que tu nous convoques, dit-il doucement. Je savais que tu n'allais pas laisser passer ça. » Luis Mendez, ancien finisseur en béton, était devenu maître dans l'art de faire paraître une structure normale tout en cachant l'invisible. Faux murs, compartiments secrets, modifications indétectables. Son travail était une forme d'art. Et parfois, cet art servait des fins que les contrats officiels n'évoquaient jamais. « Ma famille connaît la trahison, déclara-t-il, le regard sombre. Et nous savons comment y répondre. » Le 4e homme, Frank Nimbert Kowalski, frère cadet du détective Ray, avait quitté la police après 10 ans pour devenir consultant en sécurité. Expert en surveillance et en procédure, il disposait de contacts précieux dans les forces de l'ordre. « Ray m'a raconté ce qu'ils t'ont fait, dit Frank. Dis-moi ce que montrent les preuves. Ce n'est pas de la justice. C'est une guerre. » Enfin, Marcus Doc Reynolds, ancien médecin de combat devenu expert en médecine discrète. Il pouvait soigner sans hôpital, se procurer des médicaments sans ordonnance, faire en sorte qu'aucune trace ne reste. L'homme que l'on espère ne jamais devoir appeler. Mais que l'on est heureux de connaître. Ils ont tenté de te tuer, Vince. Et ça dépasse toutes les limites. Je suis avec toi. Vince les observa un à un. Ce qu'il voyait dans leurs yeux, ce n'était pas seulement une volonté d'agir. C'était une compréhension profonde. Il ne s'agissait plus d'argent. Ni de vengeance. Il s'agissait d'un code. Un code brisé. Et le prix d'une trahison de cette ampleur devait être payé. « Voici ce que je sais, dit-il, et il passa l'heure suivante à tout leur révéler. La liaison. La tentative de meurtre. L'assurance vie. 8 mois de trahison planifiée. Les photos. Les documents. Les enregistrements. Les relevés financiers.
Le silence, ensuite, dans le hangar, était assourdissant. Tony brisa le calme. Donc, il s'en sortirait riche après avoir essayé de te tuer. C'est bien ce que tu dis? C'est ce qui se passerait si on laissait faire la justice, répondit Vince. Mais nous n'allons pas faire ça. Tu as besoin de quoi? Demanda Carl. Vince sortit un plan. Pas un plan de bâtiment. Un plan de démolition. Démolition de vie. Et c'était lui, maintenant, l'architecte du chaos à venir. Conçu de manière exhaustive pour anéantir non seulement des vies, mais aussi les fondations mêmes sur lesquelles ces vies avaient été édifiées. Une chose encore, ajouta Vince, sa voix grave tranchant l'air, une fois tout cela terminé, ils sauront que c'était moi. Ils sauront exactement pourquoi cela est arrivé et qui en est responsable, mais jamais ils ne pourront le prouver, et jamais ils ne pourront arrêter ce que j'ai mis en marche. Tony esquissa un sourire mauvais, ses traits brutaux s'adoucissant dans une expression qui n'avait rien d'amical. Patron, ce sera le plus beau démantèlement que l'on ait jamais vu. Les hommes se dispersèrent dans la nuit, chacun avec une mission précise et des protocoles de communication cryptés. Dans l'immensité silencieuse de l'entrepôt, Vince resta, debout au centre de l'espace qu'il avait édifié 15 ans plus tôt, entouré par les échos de son travail honnête et de ses accomplissements légitimes. Demain, cette honnêteté prendrait une tournure différente. Il était toujours dans l'art de bâtir, mais ce qu'il construisait désormais était une justice que ni les tribunaux n'auraient pu rendre, ni la loi reconnaître. Player et Dorerick lui avaient appris que la confiance était un luxe désormais hors de portée. Il allait leur enseigner qu'il existe des fondations, une fois détruites, irrémédiablement perdues. Chapitre 6, Excavation des fondations. 3 semaines après le début de l'opération de surveillance, Vince, dans son bureau à domicile, étudiait des rapports dressant un tableau plus sordide que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le travail de renseignement de son équipe révélait que la trahison de Claire et de Dorerick n'était pas seulement plus profonde, elle était méthodique, cruelle. Chaque matin, Frank lui apportait, dans des fichiers cryptés, les détails de tous les mouvements, conversations et moments privés de sa femme et son amant, grâce à un matériel de surveillance militaire surpassant largement ce que la police utilisait. Il ne cherchait pas à l'évincer demain matin, avait précisé Frank, il dépensait déjà l'argent de l'assurance. Les photos étalées montraient Claire et Dorerick dans des concessions de voitures de luxe, des agences immobilières, des bijouteries haut de gamme, ils se préparaient leur nouvelle vie, convaincus que leur victime était trop confiante pour découvrir la vérité, trop faible pour s'y opposer. Mais l'audio révéla pire encore, Carl, en connectant son ordinateur à des enceintes portables, lança un enregistrement où la voix glaciale de Dorerick résonna. Ce qui est beau avec l'accident de chantier, c'est que personne ne s'étonne d'une panne. Les machines lâchent, c'est banal. Même en enquêtant, on n'y verra que de la fatigue du métal. Le rire de Claire, tranchant comme du verre brisé, suivi, et moi, je serai la veuve éplorée, trop abattue pour répondre aux questions. Leur plan semblait parfait, accident, puis fuite au Costa Rica, sans laisser de traces. Leur remords? Inexistant. Louise, infiltrée dans leur domicile, avait mis en place des caméras cachées, elle les surprit en train de planifier le meurtre dans le bureau même de Vince, calculer la prime d'assurance à toucher, décider quels objets vendraient pour le profit, lesquels seraient conservés en trophée. Cela fait plus d'1 an qu'ils mettent tout cela en place, rapporta Louis, la voix serrée, en consultant journaux et courriels remontant à 14 mois. Cela ne relevait ni de la passion, ni d'un geste désespéré, c'était un plan mûri, long, froid. 1 an et demi de préméditation, du début à la fin de leur liaison. Tony apporta une autre dimension d'information, la mafia de la démolition possède des connexions dans l'enquête d'assurance, le contrôle d'objets disparus, des gens capables de rendre un problème visible ou invisible, à la demande. Et ce qui me révulse le plus, murmura-t-il en brandissant un épais dossier, ce n'est pas seulement qu'il voulait te tuer, il voulait que ça ressemble à un suicide. Si l'accident échouait. Le dossier révélait que Claire tissait une histoire sur le mari dépressif, insatisfait, sous pression. Elle mentionnait à son entourage qu'il était instable, avait stress, problème de couple. Et pour le tourner à son avantage, elle avait acheté des produits chimiques du Digitali, extraits de la digitale assez dosés pour provoquer une insuffisance cardiaque indétectable en autopsie standard. Assez pour tuer 3 hommes de sa corpulence. Ce qu'ils avaient préparé, confié,
étudié jusque dans le dosage minutieux un plan multiple, stratégique, prêt à effacer à tout jamais la vie de Vincent. Franck exposa la suite. Il s'était efforcé de l'isoler socialement, Claire racontant à son entourage que son mari commençait à déraper, était imprévisible, qu'il devait être pris en charge. Elle bâtissait progressivement une image de la veuve compatissante qui essayait de sauver son épuisé de mari. En déshabillant la victime non seulement de sa vie, mais aussi de sa réputation et de sa légitimité. Vince resta un moment silencieux, absorbant l'ensemble des preuves, photos, enregistrements, documents financiers, rapports médicaux, analyses chimiques. Le degré de perfidie dépassait l'entaille meurtrière d'une simple infidélité ou d'un crime impulsif, c'était l'anéantissement planifié de tout ce qu'il avait construit, représenté, incarné. Alors Marcus, l'un des 5 fidèles compagnons, demanda calmement, « On fait quoi maintenant ?» Vince tourna les yeux vers les hommes qui avaient mis en jeu leur réputation, leur liberté, pour lui. Des hommes convaincus que certaines violations exigent des réponses que ni la justice, ni la loi, ne sauraient offrir. Il sortit alors ses propres plans blueprints méticuleux de guerre psychologique. Leur démonstration, phase 2 commence demain. Nous allons injecter l'incertitude dans leur vie. D'abord de petits incidents, anodins, passables pour des coïncidences, mais ils s'accumuleront. À terme, Claire et Doric comprendront que quelqu'un sait, qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Karl interrogea, « Comment on commence ?» Ils sont sûrs de leur coup, persuadés d'avoir pensé à tout, convaincus que Vince Morrison est bien trop limité pour leur nuire. 1 à 1, Vince dessina sa première action, simple, élégante, imparable. Une série d'incidents apparemment accidentels mais calibrés pour faire vaciller leur certitude. Il expliqua, chaque incident sera réel. Suffisamment sérieux pour les stresser, mais trop discret pour éveiller la suspicion. Franck rapporta le succès initial, carte de crédit rejetée chez Claire dans 3 magasins différents en 2 heures. Doric informait que son permis professionnel faisait l'objet d'un signalement inattendu pour un chantier antérieur. Individuellement, ces incidents étaient négligeables, ensemble, début de la symphonie de destruction. Vince insista, la précision est primordiale. Chaque incident doit produire du stress, mais ne les alarmer qu'à retardement. Les enregistrements audio montraient déjà les faits, doutes, tensions, accusations croisées. Doric suspectait Claire d'avoir mal utilisé ses informations bancaires, elle l'accusait de dépenses extravagantes, un collier à 15 000 € qui trahissait leur affairisme et mettait leur plan à nu. Ils se sont croisés, accablés. Sans la cause commune, le meurtre de Vince, leur relation s'effritait sous le poids de la paranoïa et des envies de contrôle. Mais la guerre n'en était qu'au début. Pendant ce temps, dans l'ombre, Louise sabotait discrètement leurs habitats personnels, petites coupures de courant chez Player, infestation de nuisibles chez Doric, notifications anonymes de leurs envois à l'hôtel, sans menace, juste des preuves qu'un œil savait. Vince expliqua, il commence à comprendre. Pour le moment, il croit que c'est la malchance. Quand le doute s'installera, et qu'ils se sentiront observés, alors ils paniqueront. Comme il l'avait prévu, la panique surgit, séparation des lieux de réunion, paiement en espèces, paranoïa grandissante. Doric, à haute voix dans le dîner où Karl capta la conversation, il faut accélérer. Quelqu'un est au courant. Quelque chose se trame. Et la première fracture était ouverte. Chapitre 8, le plan final. Et on ne peut pas juste attendre que l'enquête de la police s'éteigne toute seule. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis qu'il est peut-être temps de passer au plan B. Peut-être que Vincent a un autre accident. Un accident qu'on ne pourra pas attribuer à une simple défaillance d'équipement. La réponse de Claire glaça même les membres les plus aguerris de l'équipe de Vince. Tu veux dire, le tuer directement? Je veux dire, terminer ce qu'on a commencé. On est allé trop loin pour reculer maintenant. Cette conversation changea tout. Ce qui avait jusqu'alors relevé de la guerre psychologique se transforma en une véritable course contre la montre. Claire et Doric n'étaient plus simplement coupables de tentatives de meurtre. Ils étaient en train de planifier une récidive. Vince convoqua une réunion d'urgence ce soir-là. Son équipe se réunit dans l'entrepôt. Les visages étaient fermés, tendus, tandis qu'ils écoutaient l'enregistrement de la conversation. Ils vont recommencer, dit Franck, sans que ce soit vraiment nécessaire.
Et cette fois, ils ne feront même plus semblant de vouloir maquiller ça en accident. « Combien de temps avons-nous » demanda Tony. D'après leur conversation, 2 semaines. Ils planifient quelque chose pour l'anniversaire de leur première tentative. Une sorte de justice poétique, dans leur esprit malade. Vince se leva. Il se plaça au centre de l'entrepôt, l'esprit en ébullition, passant en revue calculs et hypothèses. Pendant des semaines, il avait été l'architecte d'une campagne méthodique de pression psychologique. Il devait à présent se transformer en général, préparant une bataille où l'enjeu n'était rien de moins que la vie ou la mort. On passe immédiatement à la phase 3, annonça-t-il. Fini les tactiques lentes. Fini les subtilités. Ils ont déclaré leur intention de tuer. Et ça change les règles. Que faut-il faire ? Demanda Marcus. Vince fit face à ses hommes. 5 hommes loyaux, qui avaient adhéré à sa cause corps et âme. 5 hommes qui comprenaient que certaines trahisons exigeaient des réponses que la loi ne saurait jamais rendre. Je veux qu'ils comprennent qui ils ont essayé de détruire. Qu'ils réalisent que Vincent Morrison n'est pas le naïf qu'ils pensaient manipuler. Et je veux qu'ils affrontent les conséquences de leur choix, d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Il sortit alors le dernier jeu de plans, des plans pour une confrontation qui solderait les comptes une bonne fois pour toutes. La campagne préliminaire avait été fondée sur la pression et la manipulation. Ce qui allait suivre, serait une leçon de justice et de représailles. Ils veulent jouer avec la vie des autres, déclara Vince d'une voix lourde de 20 ans de travail honnête et de trahison absolue. Eh bien, ils vont apprendre ce qu'il en coûte de jouer à ce jeu avec quelqu'un qui sait gagner. Les hommes étudièrent les plans. Ils y virent le fruit de tout ce à quoi ils avaient consacré leurs efforts. Ce n'était pas simplement une vengeance. C'était la restauration d'un ordre. Un monde où la confiance comptait encore. Où la trahison avait un prix. « Quand commence-t-on » demanda Karl. Vince jeta un dernier regard à l'entrepôt. Il pensa à l'homme qu'il avait été avant l'accident, et à celui qu'il était devenu depuis. La transformation était complète. Vincent Morrison, le mari confiant, était mort. Ce qui restait, c'était quelque chose de plus dur, de plus froid, et de terriblement dangereux. « Demain » répondit-il. « Demain, Claire et Doric découvriront ce qu'est un véritable plan. » Chapitre 9 : Le démantèlement final. L'hôtel Riverside avait été le théâtre des manigances de Claire et Doric pendant plus d'1 an. Il était donc tout à fait approprié qu'il soit également le lieu de leur éducation, et de leur sentence. Vince se tenait dans la chambre 238, juste en face de leur salle de réunion habituelle. Il passait en revue les derniers détails d'une opération qui mettrait fin à leur menace une fois pour toutes, tout en assurant que justice serait rendue, une justice que le système légal ne pourrait jamais atteindre. La chambre avait été louée sous l'un des faux noms méticuleusement entretenus par Frank. Payé en liquide. Aucun enregistrement identifiable. Karl avait passé 3 jours à équiper les lieux, caméras cachées, micros, systèmes de communication, tout était prêt pour surveiller, coordonner et contrôler chaque aspect de ce qui allait se produire. Ils seront là dans 2 heures, annonça Frank, les yeux rivés sur son téléphone crypté. Même routine que d'habitude. Doric arrive le premier. Claire suit 15 minutes plus tard. Il croit planifier l'enterrement de Vincent Morrison. En réalité, ils s'apprêtent à vivre leur propre jugement dernier. Cela faisait des mois que la confrontation était orchestrée avec précision. Chaque événement avait été agencé pour que Claire et Doric soient au bon endroit, au bon moment, avec le bon état d'esprit. Il fallait qu'ils soient désespérés, confiants, et surtout, isolés. Vince avait passé la semaine précédente à créer une tempête parfaite. L'agence d'architecture de Doric avait reçu un avis de résiliation de sa police d'assurance professionnelle. Claire avait appris que son poste d'enseignante était sous révision pour absence injustifiée. Tous deux avaient reçu des enveloppes anonymes contenant des photos compromettantes les montrant ensemble. La campagne psychologique avait atteint son but, ils étaient paniqués, paranoïaques, et convaincus que quelqu'un découvrait leurs secrets. Il faut éliminer la menace, avait dit Doric à leur dernière réunion. Vincent sait quelque chose. Ou alors quelqu'un de son entourage. Peu importe, c'est trop dangereux de le laisser en vie.
Cette conversation avait eu lieu 48 heures plus tôt. Depuis, l'équipe de Vince avait lancé la dernière phase du plan. Une série d'actions, exécutées avec soin, destinées à leur offrir l'illusion qu'ils contrôlaient encore la situation alors qu'ils se précipitaient vers leur perte. Vince parla dans son micro. Tony, en position? Prêt, patron. Toutes les sorties sont couvertes. Aucune interférence. La sécurité de l'hôtel est temporairement occupée ailleurs. Grâce aux relations de Tony, les caméras de sécurité de l'hôtel avaient subi de malheureux dysfonctionnements. Les serrures électroniques n'enregistreraient rien. Le personnel de nuit, réduit au minimum, était détourné par des urgences fictives à d'autres étages. Louis, rapport. Modification terminée. La chambre 237 est conforme aux spécifications. Ils auront exactement l'intimité qu'ils pensent avoir. Louis avait passé 2 jours à transformer subtilement cette chambre, la scène du complot. Des modifications invisibles, mais cruciales pour ce qui allait suivre. Carl, communication. Tous les canaux sont clairs. Systèmes électroniques sous contrôle total. Doc. Équipe médicale prête. Mais vu le plan, je doute qu'on ait besoin de les soigner. Frank annonça. Dererick est arrivé il y a 10 minutes. Voiture de Claire à l'instant sur le parking. Tout se déroule comme prévu. Vince inspira profondément. Des mois de préparation. 20 ans de trahison à digérer. Dans quelques instants, il serait face aux 2 personnes qui avaient tenté de détruire tout ce qu'il avait construit. Messieurs, dit-il dans le micro, il est temps de leur montrer ce qu'est une vraie stratégie. Il traversa le couloir et utilisa la carte électronique remise par Carl. Il entra dans la chambre 237. Tout y était resté inchangé, une chambre banale d'hôtel, lieu de rendez-vous discret pour 2 conspirateurs. Mais ce soir, ce décor servirait un tout autre but. Derek était près de la fenêtre. Son costume élégant ne parvenait pas à dissimuler l'épuisement gravé sur son visage. Il se retourna. Son expression passa de la confusion à la reconnaissance, puis à la terreur. « Bonsoir, Dererick, dit calmement Vince en fermant la porte. Je pense qu'il est temps qu'on parle un peu de sécurité et d'éthique professionnelle. » Et puis, il adopta une approche plus directe. Un autre fichier s'ouvrit, diffusant l'enregistrement d'une conversation dans laquelle il discutait froidement de l'éliminer comme une menace. Claire finit par parler, la voix à peine plus qu'un souffle. « Depuis combien de temps sais-tu ? » « Je me doutais depuis des mois, répondit-il. « J'en suis certain depuis que l'inspecteur Kowalski m'a montré les preuves. Mais j'ai planifié cette confrontation dès le jour où j'ai compris que ma femme était plus déçue que soulagée en apprenant que j'avais survécu à votre tentative de meurtre. » Vince s'approcha de la fenêtre. Il contempla le chantier où ils avaient essayé de le tuer. Le bâtiment était presque achevé désormais, s'élevant dans le ciel nocturne tel un monument au travail honnête et à la réussite légitime. « Vous avez commis une erreur fondamentale dans votre plan, reprit-il. Vous avez supposé que Vincent Morrison était faible parce qu'il faisait confiance. Vous avez cru qu'un homme attaché à l'honneur et à la loyauté serait impuissant face à la trahison. Mais vous n'avez jamais envisagé ce qui se passerait une fois cette confiance brisée, et cette loyauté réorientée. » Il se retourna vers eux, étant clair que Derek reculèrent face à la froide détermination dans son regard. « Depuis des mois, vous vivez dans un monde où chaque problème peut s'expliquer par une coïncidence, où chaque complication est juste un coup de malchance. Mais au fond, vous avez commencé à soupçonner qu'on vous observait, quelqu'un qui connaissait vos secrets. » Derek tenta de se lever, mais la voix de Vince fendit l'air comme un coup de fouet. « Ne bouge pas. » L'architecte se figea, reconnaissant dans le ton de Vince un avertissement à ne surtout pas ignorer. « Vous voulez savoir à quoi ressemble une vraie planification ? Vous voulez comprendre ce qui arrive quand une personne dotée d'intelligence et de ressources décide de détruire votre vie ? » Vince plongea la main dans sa veste et en sortit un épais dossier. « Laissez-moi vous montrer. » Il ouvrit le dossier et étala sur la commode des documents, des relevés bancaires montrant chaque achat effectué avec de l'argent volé, des photos documentant leur liaison, des relevés téléphoniques prouvant leur conspiration, des preuves médicales de la digitaline que Claire avait gardée en réserve pour un plan B de meurtre. « Mais ce ne sont que les preuves de vos crimes, »
poursuivit Vince. La vraie planification allait bien plus loin. Il sortit un autre ensemble de documents. Derek, ta licence d'architecte a été révoquée de manière permanente. Le Conseil de l'État a reçu des preuves de ta participation à des fraudes sur les chantiers, des violations du code du bâtiment et un complot pour assassinat. Tu ne travailleras plus jamais dans ce domaine. Le visage de Derek devint livide. Son identité professionnelle, toute sa carrière, venait d'être réduite à néant avec une précision bureaucratique. Claire, ton autorisation d'enseigner est suspendue en attendant une enquête. Le département de l'éducation de l'État a reçu des preuves de tes absences non justifiées, de ta malhonnêteté académique et de ton implication dans une conspiration criminelle. Ta carrière dans l'enseignement est terminée. Claire éclata en sanglots. Mais Vince n'avait pas fini. Détruire vos carrières n'était qu'un début. J'ai aussi veillé à limiter vos avenirs financiers. Derek, tes comptes bancaires ont été gelés en raison d'une enquête pour blanchiment d'argent. Claire, ton accès à nos comptes communs a été révoqué, et la procédure de divorce a été engagée. Elle te laissera avec exactement ce que tu avais en entrant dans ce mariage, rien. Les documents continuaient d'arriver, des plaintes pénales transmises au procureur, des poursuites civiles pour fraude et conspiration, des enquêtes d'assurance visant à les inculper pour tentative de meurtre à des fins financières. Vous pensiez voler ma vie et vivre heureux pour toujours, dit Vince. Mais au lieu de ça, vous avez détruit vos propres vies si complètement que les 20 prochaines années seront consacrées au procès, à la faillite, et très probablement à la prison. Derek trouva enfin le courage de parler. Tu ne peux pas prouver qu'on a essayé de te tuer. Le sourire que lui adressa Vince fut terrifiant dans sa totale absence d'humanité. Derek, je n'ai rien à prouver devant un tribunal. J'ai déjà détruit tout ce qui comptait pour vous, vos carrières, vos finances, votre liberté, votre avenir. Mais tu as raison, le système judiciaire a ses limites. Il retourna à la fenêtre et désigna le chantier au loin. Ce bâtiment-là tiendra 100 ans. Il est construit sur des fondations solides, qui ne se fissureront jamais. Il incarne le travail honnête, la réussite légitime, et un héritage durable. Il se retourna de nouveau vers eux. Vous avez essayé de construire votre avenir sur ma mort. D'obtenir le bonheur par le meurtre et le vol. Mais les fondations bâties sur le mal s'effondrent sous leur propre poids. Vince glissa une dernière fois la main dans sa veste et en sortit un petit appareil qui ressemblait à une télécommande de garage. Cette chambre d'hôtel a été modifiée avec plusieurs améliorations que Louise a installées pendant que vous pensiez être en sécurité, à l'abri des regards. Des caméras cachées ont tout enregistré cette nuit. Mais plus important encore, les supports structurels de cette pièce ont été ajustés. Claire et Derek regardèrent autour d'eux avec une terreur croissante. Ils comprirent enfin qu'ils n'étaient pas dans une simple confrontation, mais dans un piège. « Vincent, tu ne peux pas, » commença Claire. « Je ne peux pas quoi ? Chercher justice pour tentative de meurtre ? Me protéger de ceux qui ont déjà essayé de me tuer et prévoyaient de recommencer ? » Vince appuya sur un bouton de l'appareil. Au cœur des murs, les charges placées par Louise s'activèrent avec une précision chirurgicale. Le sol sous Claire et Derek commença à se fissurer. La beauté d'une démolition contrôlée, expliqua calmement Vince, c'est qu'elle exige une connaissance exacte de l'ingénierie structurelle, un timing parfait, et une compréhension totale de la façon dont les fondations s'effondrent. La pièce bascula. Les poutres de soutien, affaiblies et entaillées, cédèrent selon les calculs minutieux de Louise. Claire et Derek hurlèrent en réalisant qu'ils tombaient avec les gravats. Vince recula vers la porte, programmée par Carl pour se déverrouiller automatiquement au déclenchement de la séquence. Alors qu'il atteignait la sortie, il se retourna une dernière fois vers ceux qui avaient voulu anéantir sa vie. Vous vouliez savoir ce qui arrive quand on essaie de détruire quelque chose qui a mis 20 ans à se construire ? Cria-t-il par-dessus le vacarme du béton et de l'acier qui s'effondrait. Voilà à quoi ressemble une vraie planification. Le plancher céda complètement, précipitant Claire et Derek dans la salle des machines du sous-sol de l'hôtel, 40 pieds plus bas, où l'équipe de Tony les attendait avec de l'équipement destiné à faire disparaître leur corps sans laisser la moindre preuve exploitable. Alors que Vince quittait pour la dernière fois l'hôtel Riverside, son téléphone crypté vibra. Un message de Frank, destruction des preuves terminée.
Tous les dossiers ont été nettoyés. Les procédures judiciaires suivront comme prévu. Le lendemain matin, les journaux annonceraient que Derek Vaughan et Claire Morrison avaient disparu dans des circonstances mystérieuses, alors qu'ils étaient sous enquête pour tentative de meurtre et fraude. Leur voiture de location serait retrouvée abandonnée près de la frontière canadienne, laissant penser qu'ils avaient fui à l'étranger pour échapper à la justice. Vincent Morrison hériterait également de leurs biens abandonnés, grâce à des documents judiciaires qui détaillaient leurs crimes, sans jamais faire le moindre lien avec leur disparition. Il utiliserait cet argent pour fonder une organisation dédiée à la sécurité sur les chantiers de construction, afin que ce qui lui était arrivé ne se reproduise plus jamais. 6 mois plus tard, Vince se tenait sur la plateforme d'observation de l'immeuble Riverside achevé, contemplant la ville qu'il avait contribué à façonner durant 20 années de labeur honnête. Le bâtiment sous ses pieds était solide, éternel, bâti pour durer des siècles. L'inspecteur Ray Kowalski le rejoignit, café en main, et tous deux observèrent le lever du soleil illuminer l'horizon. « Des nouvelles de l'enquête pour disparition ?» demanda Vince. Ray secoua la tête. Claire et Derek Vaughan semblent s'être volatilisés. L'enquête est toujours officiellement en cours, mais entre nous, je pense qu'ils vivent probablement sous de nouvelles identités quelque part en Amérique du Sud. C'est peut-être mieux ainsi, répondit Vince. Certaines personnes ne sont pas faites pour le travail honnête. Ils restèrent silencieux, côte à côte, dans une paix que seul le vrai sentiment de justice pouvait offrir. Car si la loi a ses limites, la vengeance humaine, elle, n'en a pas. Vincent Morrison avait appris que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Mais il avait aussi appris que lorsqu'on construit quelque chose correctement, qu'il s'agisse d'un gratte-ciel ou d'un plan de justice, cela tient pour toujours. Les fondations étaient solides. Et tout ce qui serait construit dessus durerait. C'est ainsi que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à bientôt. Handled through Stream Elements.
Okay, you guys have 30 minutes to bet if I'm making it to the nether this run. Want to make soup for dinner? Sounds exquisite, Mina. Let's fucking go, dude. Oh, okay. Ghostmane. Oh, Deity feeling a little adventurous, huh? Exclamation point bet. Yes or no? And then the amount you wish to wager.